Voilà, bonsoir Clémentine Autain, vous dirigez le mensuel Regard. Bonsoir Éric Brunet, journaliste, essayiste, notre confrère d'RMC. Bonsoir. Alors, vous avez vu cette bourde de Standard & Poor's qui diffuse à ses abonnés une dépêche indiquant que la France perd son triple A, comme un lapsus, quoi, comme une sorte de lapsus révélateur. Ouais. En tout cas, c'est pour ceux qui avaient des doutes encore, à mon avis, il est très clair que la France a perdu son triple A. C'était quand même une dépêche adressée à des abonnés premium, à des abonnés un petit peu de haut niveau pour leur expliquer comment et pourquoi. Des infos confidentielles sur la situation. Donc moi j'ai peine à croire qu'on ne perde pas notre triple A. Et de toute façon, dans les faits, la France emprunte de l'argent au montant des pays qui ont le double A seulement. Donc on a plus le triple A. Elle est à 3,5 voilà. À peu près, ou 3,2 à peu près aujourd'hui. 1,6 points au-dessus de l'Allemagne. Bon, l'Italie c'est 6 points. Hein. Nous on est 1,6 points. Mais bon, je pense qu'on est vraiment dans une situation qui est catastrophique. Ça, c'est clair. Et puis, on continue d'aller dans le mur, c'est bien, et d'écouter les agences de notation et de se préoccuper de leur notation. On doit leur dire non, non. Mais je suis désolée, mais là, on est dans une situation qui est délirante d'un point de vue démocratique. Papandréou a démissionné, pas parce qu'il y avait la pression du peuple, il a démissionné parce qu'il a dû ravaler son référendum et parce qu'il était sommé. Mais est-ce que le départ de Silvio Berlusconi, c'est une bonne chose quand même? C'est une très bonne nouvelle de se débarrasser de Berlusconi, mais ça ne règle pas le problème démocratique et du choix possible devant l'imposition de normes. Entre parenthèses, Merkel et Sarkozy, ils virent Papandréou et ils virent Berlusconi. Redoutable efficacité du couple franco-allemand. Ça dépend comment on mesure l'efficacité de ce point de vue-là. On n'arrête pas de demander des plans d'austérité et sans cesse, le système est en boucle, c'est-à-dire que le peuple paye la facture et de toute façon, on accroît les dettes parce que c'est un système qui ne permet pas de relancer l'économie et qui fait qu'en bout de course, on est en effet dévalué sur le plan des agences de notation, le cours du rachat de l'emprunt est de plus en plus gros et on enfle les rentiers et on fait payer au peuple la crise. C'est ça qui se passe et on est en boucle là-dessus et le peuple n'a pas le droit de dire son nom parce que ce qui va se passer en Italie, la suite, c'est un gouvernement technocratique, technique. Il aurait mieux valu des élections pour vous. Mais bien sûr qu'il faut des élections, il faut donner la parole au peuple. De la même manière que bien sûr il fallait un référendum en Grèce. Il y a des gens, vous avez, je n'ai pas la même lecture des choses que vous, mais bon, la dette c'est catastrophique. Il y a des gens qui en France, mais tu en ne Occident, suis pas d'accord avec ça. Ça dépend quelle dette. Type comme Jacques Attali, des tas de gens, des tas d'intelligences, des hommes d'État qui disent depuis des années ce qui se déroule en France et dans la plupart des pays d'Europe sur la question de la dette va avoir des conséquences absolument tragiques. Nous ne les entendons pas. Qui ne les entend pas? Qui ne les entend pas? Eh bien, ce qu'on appelle le corps social, le monde syndical, contrairement au monde syndical allemand, laissez-moi terminer, qui est beaucoup plus mature, eh bien, continue à vivre un petit peu dans des schémas culturels qui ne sont pas ceux du monde mondialisé. Mais regardez, François Hollande, il fait sa campagne sur la réduction de la dette et des déficits. Il s'y met à... Vous avez vu le programme du Parti Socialiste il y a 3 mois qui était totalement irréaliste. Mais attention, je jette pas un pavé dans la mare socialiste parce que tout le monde est pareil. Et la droite n'a pas eu le courage de dire... Enfin, il faut la comprendre, la droite. Si elle avait dit il y a 6 mois, on est très intelligent, on va anticiper la crise. Vous auriez imaginé déjà, vous avez vu pour la retraite à 60 ans, 2 petites années, à 62 ans, pardon, 2 petites années, alors qu'on sait très bien que la retraite, il aurait fallu la placer à 67 ans pour être vraiment efficace. Pour 2 petites années, on a vu la France entière se rouler par terre, s'arracher les cheveux. Mais ce que je trouve très fort en France, et notamment de la part de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Quand on fait des dettes pour investir, pour créer des hôpitaux, des écoles, etc., et que par ailleurs on a des politiques qui permettent du partage des richesses et de relancer l'économie, le problème n'est pas la dette. Là, ce qui est complètement délirant, c'est qu'on a mené des politiques publiques qui ont créé de la dette parce qu'on n'a pas augmenté les recettes et qu'en revanche, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des cadeaux, on a fait le paquet fiscal, on a finalement favorisé les plus riches. Et ça, c'est quand même scandaleux, et c'est pourquoi je dis le problème de la dette. Fiscal, Clémentine, vous avez raison. Donc il y a une part de la dette qui n'est pas légitime et on s'est mis sous l'emprise des marchés. Sur les impôts, on n'a pas été bon. Sur les impôts, la droite aurait dû initier cette grande réforme fiscale. Une réforme fiscale plus juste. Elle a fait une contre-réforme fiscale. Vous avez raison. Elle a fait une contre-réforme fiscale. Mais ça n'aurait pas suffi, ça aurait été epsilon. La réalité, c'est qu'on a une puissance publique
public qui nous coûte beaucoup trop cher. Mais beaucoup trop cher. On a trop de fonctionnaires. Regardez, à l'éducation nationale, petit exemple. Et moi, je vous donnerai un autre exemple. Je ne vais pas vous sortir le coup du million de professeurs. L'éducation nationale, c'est le premier employeur de l'humanité aujourd'hui. Mais il y a 120, 130 000 cadres, personnels administratifs qui n'ont jamais vu un élève. 130 000, c'est... Si, je l'assure. Non, mais il y a des parents qui doivent vous regarder et qui savent que quand un instit n'est pas là, très souvent, il n'y a pas de remplaçant et c'est la désorganisation dans l'école. Non, ça, c'est des non-enseignants. Je parle de personnel non-enseignant. Ça représente à peu près le personnel d'EDF, qui est le premier énergéticien du monde. Non, mais c'est dingue. Le dernier mot là-dessus. Le dernier mot, c'est insupportable. Depuis 20 ans, 10 points du PIB sont passés directement de la poche des salariés à la poche des actionnaires. Ça, c'est totalement scandaleux. Et là sont les marges de manœuvre pour justement un autre partenariat. Et nous savons très bien qu'il manque aujourd'hui en France... Qu'est-ce qu'ils font les actionnaires avec cet argent? Ils ne construisent pas que des piscines. Ils investissent dans l'outil de production, ils créent des entreprises, ils irriguent la France avec cet argent. C'est pour ça qu'on a 10% on va se retrouver pour ce débat. Il va durer pendant toute la campagne électorale, ça c'est sûr. Je voudrais vous parler de choses beaucoup plus anecdotiques, mais qui font le sel des campagnes électorales. L'âge des candidats, 67 ans, a dit Arnaud Montebourg. Il a dit « L'Assemblée nationale et le Sénat sont des chambres de retraités. Certains de mes collègues à l'Assemblée étaient députés alors que je n'étais qu'au collège et j'ai presque 50 ans. » Enfin, voilà, il faut... Moi, je veux dire, franchement, sur la proposition d'Arnaud Montebourg, je le suis sur toutes ces questions de rénovation. Mais alors ça, c'est la rénovation pour lui. Oui, mais c'est, à mon avis, une mauvaise réponse à un vrai problème. Il suffirait juste d'appliquer le non-cumul des mandats en nombre et dans le temps, et je vous assure qu'on rajeunerait les assemblées, qu'on les féminiserait, qu'on permettrait, en effet, qu'il y ait un nouveau souffle démocratique et que nos assemblées ressemblent davantage à la diversité sociale. Mais dire qu'il y a un âge de départ, je trouve ça... Non, un premier mandat de quelqu'un à 70 ans peut être tout à fait utile. Ans. Oui. Mais surtout aujourd'hui. Franchement, surtout aujourd'hui, chez nos retraités, moi je vois des gens de 70 ans qui peuvent être utiles à la République en étant élus. Le problème que nous avons, c'est que la moyenne d'âge est en effet beaucoup trop élevée, qu'on n'arrive pas à renouveler. Et pourquoi? Parce que quand les gens ont un mandat, un certain nombre d'élus, ils le font, puis ils reprennent, puis ils recommencent, puis ils recommencent, et ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est très français. Ça, c'est insupportable. Il faut laisser la place aux jeunes. Dans nos métiers, le journalisme, on n'aurait jamais mis PPDA à la porte au simple prétexte de son âge dans un autre pays que la France. Regardez, Dan Rather présentait les... On peut avoir marre de voir sur les mêmes têtes quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que la place aux jeunes... Elle a dit, on peut en avoir marre de voir les mêmes têtes. La place aux jeunes, c'est aussi malheureusement un discours, encore une fois, qui a souvent été repris par les syndicats. Mais qui vous avez contre les syndicats? Mais parce que les syndicats, à mon avis, louchent un peu. Restons sur l'âge. C'est pour ça que je pense que Montebourg, qui a gagné pas mal de crédits dans les primaires, malheureusement, c'est ces vieux démons, c'est ces espèces de... Mais c'est un bon démon, son caractère tempétueux et ses redemontades, je pense qu'il mérite mieux que ça, et je trouve dommage qu'il ait sorti ce truc sur la limite d'âge à 67 ans au Parlement. Il y a des députés fabuleux qui ont plus de 67 ans. Alors, est-ce qu'il y a un candidat à la présidentielle fabuleux qui a 72 ans, Jean-Pierre Chevènement, et qui ne veut pas quitter son immeuble à loyer normal c'est hallucinant, dans le 5e arrondissement de Paris, et il dit que c'est inadmissible qu'on sorte cette affaire parce qu'il est candidat à la présidentielle. C'est vrai que la temporalité est un peu étrange, parce que j'imagine que ceux qui ont cette information doivent l'avoir depuis un petit moment. Et il me semble d'ailleurs même qu'elle était déjà sortie. Bien sûr, elle est déjà sortie, elle n'est pas nouvelle. Et ça ne le dérange pas. Moi, je trouve que franchement, il aurait dû déménager depuis Belle-Lurette et que c'est pas normal que Jean-Pierre Chevènement habite un appartement au cœur de Paris pour 500 € par mois. Non, elle est pas 500 € par mois. Il est à 1541 € sans les charges et il sera porté, dit-il, à 1946 € dans 3 ans. Et ce logement n'est pas luxueux. Oui, je ne sais pas quelle est la surface. Mais c'est bien un chiffre. Mais le marché, c'est 120 mètres carrés. C'est pas ce que j'avais vu. D'accord, 120 mètres carrés. C'est peut-être 3 ça va la vie. Il prétend que, vous savez, il y a plusieurs niveaux dans les logements sociaux. On est dans le 5e arrondissement. C'est un logement social pour les petits cadres, plaide-t-il. Enfin, franchement, c'est indécent. Et ça ne concerne pas que Chevènement. Il y a des anciens ministres de droite qui sont dans la même équation. Et c'est purement scandaleux. Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Et au bout d'un moment, on se dit, bon, compte tenu de mes revenus, ça serait pas mal qu'en douceur, je déménage. Moi, je pense que tout le monde a paru. Il était ce matin l'invité de BFM TV. Et voilà ce qu'il dit. Il est le ministre du Logement. Est-ce qu'il doit partir? Je vous pose la question. Moi, j'ai pas à choisir. Monsieur Chevènement, il est dans les clous de la loi. Donc il fera ce qu'il veut.
Il est dans les clous de la loi. Il ne peut pas être expulsable, il a 72 ans. Juridiquement, il peut rester. Maintenant, c'est son problème, lui, dans sa glace, avec sa morale. Bon. C'est exactement ça. Voilà, son problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème avec la loi, c'est un problème d'éthique. Et non, mais Jean-Pierre Chevènement, il dit que c'est de l'antiparlementarisme de la part, y compris de ses anciens amis du Parti Socialiste, puisque la mairie de Paris, c'est quand même le Parti Socialiste. Pierre Heidenbaum, le maire du 3e, qui lui dit ça. Et c'est très virulent. Oui, mais ça ne tient pas une seconde, franchement, quand on regarde Chevènement, ce qu'il fait, ce qu'il est, et que vous mettez en face ces 1542 € de loyer pour un 120 mètres carrés au cœur du 5e arrondissement, l'endroit germano-pratin le plus élitiste, le plus chic, et qui soit, on se dit, attends, calmons-nous. On sait bien aussi qu'il a fait un truc génial. Il était le ministre de l'enseignement plus républicain, tu meurs, vive l'école de la République. Il a mis ses 2 enfants à l'école alsacienne, qui est une école privée sous contrat. Mais voilà, ça fait partie des contradictions des hommes politiques. Mais je pense qu'à son niveau, et quand on est candidat à la présidence de la République, c'est pas mal de se mettre un peu au clair et d'avoir un minimum d'éthique. Justement, quand on est candidat à la présidence de la République, c'est vraiment une lessiveuse qui passe sur vous. Il faut être vraiment nickel. C'est quand même une drôle d'épreuve. Oui, c'est vrai que certains candidats le disent. C'est violent parce qu'on va traquer dans tout un tas c'est un peu nouveau, cela dit. C'est un peu nouveau. On sait maintenant que au sein de l'état-major de l'UMP, il y a des cellules de communication, soit à l'Élysée, soit à l'UMP, où on travaille un petit peu ces éléments sur les candidats de gauche. Même chose au Parti socialiste. Donc on prépare, et il y a déjà des choses qui sont prêtes, qui sont sous le coude, et dont on sait qu'elles ne sortiront qu'en janvier. J'imagine très bien que les états-majors politiques disent « Oh, ça va être intéressant. Quand Sarkozy se déclarera, ça sera pas mal qu'on sorte ça. » Et même chose en face. Ça, c'est un peu nouveau. Avant, ça se faisait de façon un peu plus empirique. Maintenant, on nomme des gens, on les désigne. Tu bosses là-dessus, tu vas bosser sur telle personnalité. Il faudrait faire attention sur le logement social quand même pour dire quelque chose. C'est que le logement social n'est pas fait que pour les plus pauvres. Et malgré tout, même si je trouve que là, c'est too much par rapport à ce qu'il est, à son niveau de richesse, etc., il ne faudrait pas que des cadres qui gagnent 3 000 à 4 000 €, voilà, qui se trouvent aujourd'hui dans des logements à loyer modéré, mais pas dans il y a différents types de logements sociaux. Il ne faudrait pas dire que ceux-là doivent sortir du logement social si on veut étendre ces espaces-là. Mais oui, faisons quand même très attention. Et si on veut de la mixité sociale, il faut aussi que des gens qui ne sont pas que pauvres puissent investir le logement social et donc mener des politiques avec une application de la loi SRU. Merci, Brunet, ça serait bien. Merci. C'est le 20h d'Alain Marchal. À tout de suite.